a hâte de démarrer. On attend quand même impatiemment toujours ces moments-là qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Après, il faut essayer, comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, de maîtriser cette impatience et pas transformer ça en quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de sain. Quel est l'état des troupes? On a vu qu'il n'y avait pas eu trop de blessures finalement pendant la prépa. Vous étiez non, on a été plutôt épargnés. On a quand même été gênés pour Jesse qui a eu des soucis de mollet et qui traîne encore des problèmes de dos. Voilà, Jesse a une préparation tronquée. J'ai l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux, mais il est gêné, donc c'est même pas sûr qu'il soit dans le groupe. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre et qu'il va pouvoir réellement être mieux au fur et à mesure des semaines, et notamment à partir de la trêve internationale. Mais bon, c'est que Jesse c'est un joueur important, donc on n'a pas pu complètement travailler avec un Jesse en pleine forme. C'est Touré bien sûr qui est lui absent. Oui, lui du coup j'en parle plus parce qu'on l'a pas vu sur un match, un seul. Malheureusement il s'est blessé très vite sur un ballon contré et ça prend beaucoup de temps. Généralement ce genre de blessure c'est plutôt court, mais lui le concernant il y a une inflammation et il a je pense une tolérance à la douleur qui fait qu'il reprend quand il sent vraiment à 100%. Et là bon, je crois que c'est plutôt en train de rentrer dans l'ordre, mais je trouve que ça a été une blessure qui a traîné un peu de façon inexplicable, parce que pour moi il devrait déjà être sur le terrain, mais la blessure n'a pas évolué comme on le pensait. Sarikaya qui était un peu touché au pied. Lui aussi il n'est pas à 100% et il vient de reprendre l'entraînement et il est gêné, il a pris un coup sur le coup de pied. Il a une contusion osseuse et on sait que c'est douloureux à chaque fois que tu utilises ton pied. Et voilà, donc il est adapté, il n'est pas réellement disponible parce qu'il n'est pas à 100%. Pour le reste, a priori, c'est Pour le reste, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. Tu as peut-être quelques objectifs qui restent dans le vestiaire, mais globalement, ça va être quoi les ambitions du GF cette saison? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fixe des objectifs chiffrés avec une échéance à 34 matchs parce que c'est trop loin. Il peut se passer plein de choses. Déjà, d'une part, le mercato n'est pas fini. Et puis c'est la matière vivante, donc ça évolue, ça bouge, les joueurs progressent, les joueurs changent, les statuts bougent, et puis on ne connaît pas non plus complètement les forces en présence, donc ça serait pour moi quelque chose d'inutile. Ce qui compte par contre, c'est de se fixer des objectifs de moyens, et ça c'est important. On a besoin de trouver une vraie identité de jeu qui nous corresponde et qui nous permette de concurrencer, de jouer à un bon niveau, et le bon niveau c'est le meilleur niveau qu'on est capable de mettre. Alors il y a toujours une corrélation entre les ambitions et les moyens, il ne faut pas l'occulter. Il faut savoir quand même que le club du GF38 est très respecté dans le football parce qu'il surperforme par rapport à ses moyens, et ça faut le dire. Et donc il faut continuer d'être dans cette logique-là, de faire tomber les plus gros. Il faut aider aussi le club à développer le potentiel joueur et le capital joueur, parce que ça fait partie du modèle économique. Et je crois qu'au-delà de tout ça, il y a les fans et les supporters qu'il faut donner envie de venir au stade et de créer des émotions. Voilà. Et avec tout ça, si on a un bon maintien, je pense qu'on a rempli pas mal de cases. Mais il faut rien s'interdire, et dire ça, c'est se limiter. Donc il faut faire les choses naturellement et venir chaque matin avec l'envie de progresser et de prendre du plaisir. C'est déjà pas mal. Le dernier match était il y a 10 jours. Est-ce que tu crains un peu pour le premier match de demain, un manque un peu d'intensité? Je le crains pas parce que il y a toujours une interrogation avant un premier match. Donc si on avait joué vendredi, j'aurais à peu près les mêmes questions. La question c'est de savoir si ce qu'on a fait en prépa est suffisant pour pouvoir jouer un match de compétition avec une intensité de compétition. Ça dépend aussi du scénario du match, ça dépend de l'adversaire. Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Mais de toute façon, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que le premier match, il faut aussi le jouer avec une part de mental. On ne peut pas être complètement confortable physiquement. On ne peut pas tout faire facilement. À un moment donné, il faut que la tête prenne le pas sur le physique et que ça emmène le reste. Donc voilà, à un moment donné, évidemment, on aura besoin de s'appuyer sur des vertus de solidarité. Pendant un prépa aussi, tu as fait bouger pas mal le brassard entre les joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est défini? Alors c'est défini, mais j'ai défini que je ne prendrai pas de décision actée. Je vais avoir un management sur le brassard qui va être sans doute un peu différent de ce qui se fait d'habitude. C'est que je ne vais pas désigner le capitaine au début de saison. Je vais continuer de faire tourner le brassard parce que pour moi, j'ai pas encore suffisamment de certitude sur un joueur. Je trouve que cette formule-là implique plus de monde. J'ai besoin d'impliquer beaucoup de monde. J'ai aussi envie de voir les joueurs en compétition. Et puis j'ai aussi envie de tester des choses nouvelles. Parce que des fois on fige les choses.
quand il y a un capitaine qui est ancré. Évidemment, le vrai capitaine de route dans ce club et dans l'équipe, c'est Brice. Ça reste Brice. C'est lui qui est, j'ai envie de dire, la personne la plus proche du staff pour échanger sur plein de problématiques. Mais sur le terrain, j'ai besoin aussi d'avoir d'autres relais parce que maintenant les règles par rapport à l'arbitrage sont différentes. Celui qui est amené à pouvoir parler avec le capitaine, avec l'arbitre, c'est uniquement le capitaine. Donc quand tu es gardien, c'est plus compliqué. Voilà. Puis j'ai aussi envie de développer un peu de leadership chez d'autres joueurs. Donc en fonction des scénarios ou des matchs qui nous attendent, ça peut être un défenseur, ça peut être un attaquant, ça peut être un milieu. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tout naturellement, les choses se feront de façon fluide et il y aura quelqu'un qui se détachera et qu'on désignera. Mais je pense que désigner aujourd'hui, c'est peut-être aussi écarter des potentiels leaders. Tu as déjà décidé qui serait le capitaine pour l'OM? Même pas. Très honnêtement, même pas. J'ai 2-3 noms dans ma tête, je vais aussi en parler avec le staff. J'ai eu beaucoup de satisfaction dans ce domaine-là sur les matchs. J'ai vu des... Voilà, quand tu mets les brassards à un Théo Valls, tu as des choses qui apparaissent. Quand tu le mets à un Gaëtan Paquet, c'est autre chose. Momo Dira, c'est encore autre chose. Voilà, donc en fonction de tout ça... Ouais, mais pour moi, c'est vraiment symbolique. Je pense que ça a moins d'importance pour moi que pour les gens. C'est quelque chose qui est symbolique. Ce qui m'importe, c'est la dynamique de groupe, c'est les relais que je peux avoir, c'est l'exemplarité. Le leader, c'est pas quelqu'un qui doit tout le temps dire, c'est quelqu'un qui doit faire. Donc c'est tout ça qui m'intéresse. Même si c'est symbolique, le petit bout de tissu change malgré tout un peu la personnalité. Ce serait peut-être un grand mot des joueurs, mais en tout cas, l'a fait un peu évoluer. Tu sens il y a ce que tu donnes à quelqu'un et qui te permet peut-être de le bonifier, de le faire grandir en tant qu'homme, en tant que compétiteur. Il y a aussi comment il irradie le groupe, ce qui rejaillit sur les autres. Et puis il ne faut pas non plus que ce brassard-là, si tu le donnes à quelqu'un, ça empêche un autre de penser qu'il peut avoir un rôle. C'est plus c'est pas de le donner à quelqu'un, c'est d'empêcher d'autres peut-être de grandir en tant que joueur, tout simplement. Joël Laval, d'entrée, qui sort sur une belle saison quand même. Il y a eu une euphorie qui a duré plus de la moitié de la saison, on va dire. C'est bien d'attaquer une équipe en confiance. Sincèrement, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est une équipe, je regarde surtout la stabilité des effectifs. En début de saison, c'est plutôt ça qui est un repère pour moi quand tu changes peu ou quand tu changes beaucoup, quand tu changes de coach, quand tu changes pas de coach. Ils ont un peu un parcours comme Grenoble l'année dernière, une bonne première partie de saison, une très bonne même, où ils ont déjoué beaucoup de pronostics avec des matchs souvent gagnés grâce au coup de pied arrêté et grâce à aussi la cohésion qu'il y a dans ce club et dans cette équipe, avec un maintien la saison d'avant à la dernière minute de la dernière journée, une accession l'année d'avant, donc forcément une dynamique très porteuse. Et ils ont surfé là-dessus pendant un long moment et puis ils ont finalement fini par rentrer dans le rang, mais ça reste une très très bonne saison par rapport encore une fois aux moyens et aux effectifs en place dans d'autres clubs. Donc oui, on sait que quand tu joues Laval, tu es sûr d'une chose, c'est que tu vas jouer une équipe qui va être très bien organisée, qui va pas te laisser beaucoup d'espace et où il y a beaucoup de solidarité, et c'est un club qui a de l'humilité et beaucoup j'ai envie de dire, qui a les pieds sur terre. Voilà, c'est des gens qui ont les pieds sur terre. C'est un peu, alors c'est mon département, mais c'est un peu la force de cette région-là. Les gens sont solidaires et le club a une grande place dans le cœur des gens là-bas. Et le coach Olivier Frappoli, parlez de vous aussi un petit peu hier. Vous connaissez plutôt. Oui, on se connaît très bien avec Olivier. Vous partagez la même promo, non? On était la même promo à l'époque où le DPF était non pas un diplôme que tu pouvais avoir en un été, mais en 2 ans. Un petit clin d'œil pour ceux qui le passent en ce moment en VAE. Mais oui, on a passé 2 ans à Clairefontaine avec d'autres entraîneurs, mais Olivier et moi on était à même promo et on se connaissait même avant en tant qu'adversaire. C'est une équipe qui est très forte en transition aussi, ça veut dire que la récupération, encore plus que d'habitude, ça risque d'être une des clés de cette rencontre. Là, il faut réussir à attaquer en étant le moins possible désorganisé ou déstructuré parce qu'ils vont te punir et ils savent très bien le faire. Et puis, mais il ne faut pas la réduire à ça parce qu'elle a aussi des joueurs capables de tenir le ballon. Ils ont, je pense, avancé chaque année dans leur modèle de jeu pour pouvoir être un peu plus protagonistes. Et voilà, ils sont capables de jouer plusieurs footballs. Ils sont capables de défendre et de faire le dos rond, mais ils sont aussi capables de prendre le ballon et de jouer et de créer des situations favorables à travers leur animation offensive. Finalement, assez peu de points faibles, ils ont des excentrés très bons, ils ont Chokunte qui peut marquer sur le pied. C'est vrai que Vargas Czerny dans un système à 3, c'est très bien. Après, ils ont joué aussi à 4 en préparation. Ils ont essayé de trouver d'autres variantes à leur jeu. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui est sous-coté en Ligue 2 et qui est très bon, c'est Samsana, qui est un très très bon joueur. Ils ont un bon gardien. Ils ont Chokunte qu'on ne présente plus. Zoé, que j'avais l'année dernière à Sochaux, qui a une 60aine de matchs en Ligue 1. Candil qui fait une bonne prépa aussi. Et Cadillé, que je connais depuis longtemps, qui était à Rennes et qui est un joueur qui, pour moi, a le potentiel pour être une révélation cette saison. Donc, c'est équilibré, mais on a nos forces aussi. On a nos atouts et voilà, chaque équipe a ses forces.
Mais c'est vrai que la force de Laval, c'est qu'il y a une constance dans le projet, c'est quelque chose de stable. Est-ce que ça peut vous inciter à être un peu plus prudent, par exemple, ce type d'adversaire-là? Bah, quand on dit prudent, c'est toujours, moi dans ma tête, un peu, pas négatif, mais ça renvoie une image, on va dire, de frilosité. Il faut être concentré, il faut être équilibré. Je dirais plus équilibré, mais on peut attaquer et être équilibré. Il faut juste pas donner, il faut pas donner à manger à l'adversaire sur nos propres erreurs. Ça veut dire qu'il faut être très concentré. Et pour moi, les matchs à domicile sont toujours des défis parce que tu dois pouvoir créer tout en ayant une grosse solidité défensive. Parce que pour bien attaquer, il faut être solide. Et j'attends de mon équipe qu'elle soit capable, mais on va découvrir la compétition demain contre une équipe qui raffole des contres. Donc il faudra être précis. La Ligue aussi devait mettre en place la VAR cette saison. Ça a été annulé il n'y a pas longtemps. C'était un avis là-dessus. Est-ce que c'est décevant pour le club ou que les règles changent comme ça? Alors j'ai deux avis. Le premier, c'est que j'étais pas forcément favorable de mon côté. Voilà. C'est l'utilisation, comment tu l'utilises. Alors c'est vrai que ça amène sans doute un peu plus d'équité, mais quelque part l'inéquité est équitable quand elle est pour tout le monde. Elle est présente, donc la VAR, perdre du temps. Des fois, je vois les matchs, ça m'ennuie un peu de voir des gens qui s'élèvent, puis c'est les plus. Voilà, ça c'est d'un côté, on va dire, c'est ma position à moi, mais je ne demande pas aux gens de la partager. Mais après, ce qui est gênant, c'est de partir avec cette idée qu'il y aura la VAR, puis finalement, rétro-pédaler, ça donne un sentiment quand même de. Ça bégaye en fait, on dit quelque chose, on revient en arrière. On pense qu'on va avancer dans. Pour moi, le championnat Ligue 1 et le championnat Ligue 2, c'est deux championnats pro, donc ils devraient être joués de la même façon. Donc s'il y a la VAR en Ligue 1, il devrait y avoir la VAR en Ligue 2 parce que les enjeux pour les entraîneurs, les présidents et les joueurs sont les mêmes. C'est notre métier. Donc si c'est notre métier, quand en Ligue 1 on a le droit de l'avoir, cette VAR, on devrait l'avoir en Ligue 2 parce que ça reste notre métier pareil, même si les enjeux économiques ne sont pas à la même échelle, mais c'est notre réalité. Donc pour moi, ça devrait être pareil. Tu as déjà dit ce que tu pensais sur la Ligue de le vendredi, mais est-ce que l'absence d'animation, de chant, c'est un élément dont tu vas parler à tes joueurs, par exemple, pour qu'ils ne soient pas surpris, par exemple, voilà, si eux font un bon match, il n'y a pas forcément de répondants dans les tribunes? Ouais, je vais leur dire parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que les joueurs sont en grève contre eux ou qu'ils ont quoi que ce soit contre l'équipe. D'ailleurs, le message m'a été passé, donc je le transmettrai aux joueurs. La lutte, ou en tout cas la manifestation, elle est pas contre les équipes, pas contre les acteurs sur le terrain. Donc oui, il faut qu'ils le sachent, mais c'est vrai que c'est quelque chose de. On vit tous pour ça, hein. On attend vraiment les premiers matchs pour retrouver les stades avec du bruit, avec de l'ambiance, avec des couleurs, et on sait que demain il y aura peut-être du monde, mais ce sera plutôt calme. Après, je dis toujours aux joueurs, si sur le terrain ils sont bons, et on n'empêchera pas les gens d'applaudir ou de les pousser, donc c'est aussi à nous de donner envie aux gens d'oublier un peu la lutte parfois pour en faire un petit peu de bruit.